Le vent d'hiver hurlait contre les pierres anciennes du manoir d'Ashford comme une pleureuse à des funérailles, et c'était peut-être approprié, car quelque chose de précieux se mourait entre ces murs dorés en cette soirée de janvier 1825. La grande salle flamboyait de 1000 bougies, leur lumière se reflétant sur le cristal et l'argenterie, transformant la demeure ancestrale du duc en quelque chose d'un conte de fées. Pourtant, Lady Arabella Thornfield ne ressentait que du froid, alors qu'elle se tenait à côté de son nouvel époux dans la ligne de réception, sa main posée légèrement sur son bras, bien qu'il eût pu être taillé dans le marbre pour toute la chaleur qu'il offrait. Elle avait 19 ans, petite et délicate, avec des cheveux sombres, arrangés en boucles soignées. Sa robe de mariée en soie ivoire, choisie par le personnel du duc, car elle n'avait pas de mère pour la guider dans de tels choix, et tandis que les invités, les uns après les autres, lui offraient des félicitations avec des sourires qui n'atteignaient jamais tout à fait leurs yeux, elle se demandait si tout le monde pouvait voir ce qu'elle savait déjà dans son cœur, que le duc d'Ashford ne l'avait pas épousée par amour. Adrian Blackwell, 6e duc d'Ashford, se tenait rigide à ses côtés, un homme de 30 ans dont la réputation le précédait comme l'hiver avant la neige, connu dans toute l'Angleterre pour ses affaires impitoyables, son rejet froid des chasseurs de fortune, et la glace qui semblait couler dans ses veines, là où des hommes plus chaleureux avaient du sang. Il était beau de la manière sévère des statues classiques, avec des cheveux sombres et des yeux plus sombres encore, une mâchoire qui aurait pu être ciselée dans le granit, et pendant la cérémonie, il avait prononcé ses vœux d'une voix dépourvue de tout sentiment, comme s'il lisait des articles d'un grand livre plutôt que de lier sa vie à la sienne. Arabella avait essayé de croiser son regard tout au long du petit déjeuner de noces, espérant un petit signe de tendresse ou même de reconnaissance, mais il avait regardé à travers elle comme si elle était faite de verre, transparente et sans conséquence, et maintenant que les derniers invités partaient dans la nuit neigeuse, elle sentait son courage faiblir, tandis qu'un valet de pied la conduisait aux appartements de la duchesse. Elle s'était préparée à la timidité, à la maladresse, même à la déception. Mais elle ne s'était pas préparée à la fureur froide dans les yeux de son mari lorsqu'il entra dans sa chambre 1 heure plus tard, toujours dans ses vêtements de mariage, son expression orageuse. « Pensiez-vous que je ne découvrirais pas la vérité ?» demanda-t-il, et sa voix était comme le givre rampant sur une vitre. Arabella se leva de l'endroit où elle était assise près du feu, ses mains tremblantes. « Votre grâce, je ne comprends pas. »« Votre père, » interrompit-il en s'avançant vers elle avec une rage à peine contenue, « est mort en laissant des dettes dans la moitié de l'Angleterre. C'était un joueur, un prodigue, un homme qui trafiquait de son nom ancien, tandis que ses créanciers tournaient comme des vautours. Et vous, madame, n'avez vu en moi que la fortune qui pourrait restaurer le nom de votre famille. » L'accusation la frappa comme un coup physique, et elle sentit les larmes lui brûler les yeux, bien qu'elle refusât de les laisser couler. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle. « J'ai accepté ce mariage parce que mon tuteur pensait que c'était une bonne alliance, parce que j'espérais que nous pourrions trouver de la compagnie, peut-être même... » L'amour ? Le mot dégoulinait de mépris. Comme c'est pratique que vos tendres sentiments n'aient éclos qu'après que vous ayez appris l'étendue de ma richesse. Il se détourna d'elle, les poings serrés sur les côtés. « Je ne serai pas utilisé comme votre père a utilisé les autres, épousé pour mes coffres par une femme qui ne voit en moi qu'un moyen pour arriver à ses fins. Vous quitterez le manoir d'Ashford ce soir. » Le monde sembla basculer sous les pieds d'Arabella. « Partir ? Mais nous sommes mariés, je suis votre femme. »« Vous êtes une erreur, » dit-il, chaque mot précis et tranchant, « et je ne l'aggraverai pas en vous gardant sous mon toit. Il y a un cottage à l'extrême limite de mes terres, isolé et petit. Vous y résiderez avec une pension suffisante pour les besoins de base, et vous ne direz à personne les circonstances de votre exil.
Le monde croira que vous préférez la campagne à la société, que vous êtes délicate et que vous avez besoin de solitude. » Il se tourna enfin pour lui faire face, et ses yeux étaient vides de tout sauf de certitude. « Ne pensez pas à plaider ou à me convaincre du contraire. Ma décision est finale. » Et ainsi, moins de 6 heures après avoir prononcé des vœux qui promettaient honneur et affection, Arabella se retrouva dans une calèche cahotant dans l'obscurité. Une seule femme de chambre pleurant à ses côtés, en route pour un cottage qu'elle n'avait jamais vu, bannie par un mari qui l'avait jugée sans procès et l'avait déclarée coupable de péchés qu'elle n'avait jamais commis, et alors que les lumières du manoir d'Ashford disparaissaient derrière eux, engloutis par l'hiver et la nuit, elle comprit que ses rêves de mariage étaient morts avant même d'avoir vraiment vécu, et qu'on l'envoyait les enterrer seuls dans l'obscurité froide et impitoyable. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit terrible, et le printemps commençait à toucher les confins du monde, bien qu'il n'ait pas encore atteint le cœur d'Arabella, alors qu'elle s'agenouillait dans le petit jardin derrière le cottage, les mains profondément enfouies dans la terre sombre, persuadant la vie de jaillir d'un sol qui semblait aussi réticent qu'elle, à croire en de nouveaux commencements. Le cottage était en effet petit, juste 4 pièces, au plafond bas et aux murs autrefois blanchis à la chaux, mais qui avaient pâli jusqu'à la couleur de vieille hausse, situé à l'extrême limite des terres du duc, là où les forêts entretenues cédaient de la place à la lande sauvage, et pendant ces premières semaines terribles, elle avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, s'était emportée contre l'injustice, jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Mais finalement, la tempête de ses émotions s'était apaisée, pour devenir quelque chose de plus calme et de plus dangereux, une dignité froide et blessée qui s'enroulait autour de son cœur comme une armure. Elle avait appris à se débrouiller avec la maigre pension qui arrivait chaque mois par l'intermédiaire du solliciteur au visage sévère qui ne la regardait jamais dans les yeux, avait appris à raccommoder ses propres vêtements lorsqu'ils se déchiraient, à préparer des repas simples avec les provisions que Madame Hewitt apportait chaque semaine, à trouver une occupation dans les heures qui s'étiraient sans fin devant elle comme une route impitoyable. Madame Hewitt avait peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés rentrés sous un bonnet soigné et des yeux qui contenaient plus de bonté que de pitié. Et bien qu'elle ne parlât jamais directement des circonstances de l'exil d'Arabella, sa douce présence devint la seule chaleur humaine dans des journées qui auraient autrement pu geler entièrement l'esprit d'Arabella. La vieille gouvernante n'apportait pas seulement du pain, du fromage et des bougies, mais aussi des livres empruntés à une source mystérieuse, des graines pour le jardin, des nouvelles du village situé à 2 miles de là, et une fois, une lettre de l'ancienne gouvernante d'Arabella, qui avait réussi à se frayer un chemin par des canaux qu'Arabella n'osait pas remettre en question. Elle passait ses journées à lire de la philosophie et de la poésie, à s'occuper du jardin qui cédait lentement, à contre-cœur, à sa détermination, à marcher sur les sentiers de la lande où le vent chantait des chansons de liberté et de solitude à parts égales, et le soir, elle s'asseyait près du feu et se demandait ce qu'elle avait fait pour mériter une telle punition, bien qu'elle connaisse la réponse. Elle était née du mauvais père, avait porté la tache de ses erreurs sur sa peau comme une marque invisible que le duc avait vue et par laquelle il l'avait jugée. Dans le village, elle le savait. Il y avait des murmures sur la duchesse bannie, des théories échangées sur les étals du marché et dans les coins sombres de l'auberge, certains disant qu'elle était folle, d'autres qu'elle avait commis une indiscrétion impardonnable, et quelques âmes charitables suggérant que peut-être le duc lui-même était en faute, bien que de tels mots fussent prononcés à voix basse de peur de ses représailles. Arabella entendait ces murmures
lors de ses rares visites pour acheter du fil ou de l'huile de lampe, voyait les regards curieux et les yeux rapidement détournés, sentait le poids de la spéculation et du jugement. Pourtant, elle gardait la tête haute et parlait avec courtoisie à tous ceux qu'elle rencontrait, car elle ne donnerait pas au duc ou à quiconque la satisfaction de l'avoir brisé. Elle n'écrirait pas de lettres de supplication, ni ne plaiderait pour sa pitié, ne s'humilierait pas en se jetant sur sa compassion inexistante, car on lui avait appris que la dignité était le seul bien qui ne pouvait jamais être enlevé à une personne à moins qu'elle n'y renonce volontairement, et cela, elle refusait de le faire. Alors elle survécut dans son exil avec une grâce tranquille, s'occupant de son jardin et de son cœur blessé, n'attendant rien parce qu'elle avait appris que l'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Tandis qu'Arabella apprenait les leçons amères de l'exil dans son cottage sur les Landes, Adrian Blackwell arpentait les couloirs du manoir d'Ashford comme un fantôme hantant la scène de son propre crime, incapable de dormir plus de quelques heures chaque nuit, tourmenté par des rêves qui le laissaient haletant dans l'obscurité, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. La grande maison semblait plus vide que jamais, bien qu'il eût vécu une grande partie de sa vie dans la solitude, préférant la compagnie des grands livres et de la correspondance à la fausseté de la société. Mais maintenant, le silence pesait sur lui comme un poids physique, et il se retrouvait à éviter complètement les appartements de la duchesse, car il ne pouvait supporter de voir la chambre préparée pour une épouse qui n'avait passé que quelques heures entre ses murs avant qu'il ne l'eût chassée dans la nuit. Son majordome, Thornbury, un homme d'environ 60 ans qui avait servi la famille Blackwell depuis l'enfance d'Adrian, se déplaçait dans le manoir avec un air de désapprobation silencieuse qui ne se manifestait jamais par des mots, mais qui était néanmoins palpable dans la manière précise dont il arrangeait les journaux du matin, la neutralité soigneuse de son expression quand Adrian s'enquérait des affaires domestiques. Et une fois, quand Adrian avait mentionné quelque chose à propos des provisions du cottage, Thornbury s'était permis le plus petit commentaire. Sa grâce supporte ces circonstances avec une dignité remarquable, votre grâce. Une déclaration qui atterrit comme une accusation, bien qu'elle fût prononcée sur le même ton que l'on pourrait utiliser pour discuter de la météo. Adrian se disait qu'il avait eu raison de la renvoyer, qu'il s'était protégé du sort qui avait détruit son père, car sa mère avait été belle et charmante, et entièrement mercenaire, épousant le 5e duc d'Ashford pour son titre et sa richesse, alors qu'elle avait à peine 18 ans, et les plus anciens souvenirs d'Adrian étaient de la regarder dépenser l'argent de son père en bijoux et en robes, et finalement en un amant, un comte italien qui l'avait emmené sur le continent quand Adrian avait 7 ans, laissant derrière lui un mari qui ne se remit jamais de la trahison et un fils qui apprit que l'amour n'était qu'un autre mot pour une transaction. Son père était mort quand Adrian avait 15 ans, brisé par le chagrin et l'humiliation, et Adrian avait hérité non seulement du titre et des domaines, mais aussi d'une certitude qui lui était chevillée au corps, que les femmes de bonne naissance qui se mariaient dans la richesse le faisaient pour des raisons calculées, que l'affection pouvait être jouée aussi facilement que n'importe quel rôle théâtral, et qu'il ne serait jamais un sot comme son père l'avait été, qu'il ne permettrait jamais que son cœur soit utilisé comme monnaie dans le projet de quelqu'un d'autre. Pourtant, même en se répétant ces justifications, il se retrouvait à demander des rapports à Madame Hewitt sur la conduite de sa femme, ostensiblement pour s'assurer qu'elle se débrouillait convenablement, mais en vérité, parce qu'il ne pouvait cesser de s'interroger sur la femme qu'il avait bannie, ne pouvait oublier l'expression frappée sur son visage quand il avait prononcé son jugement, la façon dont ses mains avaient tremblé alors qu'elle essayait de parler, les larmes qu'elle avait refusé de laisser couler, même si son monde s'effondrait autour d'elle, et les rapports de Madame Hewitt peignaient un tableau qui le troublait. Lady Arabella était bonne envers tous ceux qu'elle rencontrait, reconnaissante pour les plus petites grâces, ne se plaignait jamais de sa situation réduite, passait ses journées
à des occupations utiles, plutôt qu'à bouder ou à intriguer, et ne montrait aucune de l'avidité prétentieuse qu'il attendait d'une chasseuse de fortune. Il se disait que ce n'était qu'une performance, qu'elle attendait son heure et préparait une campagne pour retrouver ses bonnes grâces et sa richesse. Mais alors que les semaines devenaient des mois, et qu'aucune campagne de ce genre ne se matérialisait, qu'aucune lettre larmoyante n'arrivait pour implorer le pardon ou la réconciliation, il commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, le doute, froid et rampant, murmurant que peut-être il s'était trompé, que peut-être il l'avait jugée pour des péchés qui appartenaient à une autre femme entièrement, et cette possibilité le hantait plus que n'importe quel fantôme ne l'aurait jamais pu. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit d'hiver de bannissement, et l'été était arrivé avec sa chaleur et ses longues soirées dorées. Pourtant Adrian ne trouvait aucune paix dans la beauté de la saison, alors qu'il chevauchait vers le village près du cottage d'Arabella, vêtu non pas des beaux habits seyant à son rang, mais des vêtements simples d'un gentleman de la campagne, un manteau sombre et une culotte unie qui lui permettraient de se déplacer dans les rues sans attirer l'attention ou être reconnu, car il devait la voir, devait témoigner de ses propres yeux si les rapports sur son caractère étaient vérité ou performance. Il n'avait parlé de son plan à personne, avait quitté le manoir d'Ashford avant l'aube avec seulement son cheval et son besoin dévorant de comprendre la femme qu'il avait épousée puis rejetée, et en s'approchant du village, il sentit son cœur battre à un rythme qui semblait correspondre aux sabots de son cheval contre la terre battue de la route. Il trouva un endroit pour observer à distance, près de la vieille église en pierre, d'où il pouvait voir la rue principale sans être manifestement visible lui-même, et il était là depuis peut-être 1 heure, commençant à se sentir stupide pour cet étrange espionnage, quand il la vit sortir de la boutique du chandelier, portant un panier, ses cheveux sombres relevés dans une coiffure simple, sa robe d'un coton uni qui avait clairement été raccommodée plus d'une fois. Pourtant, elle se déplaçait avec une grâce si naturelle qu'elle aurait pu porter les plus belles soies de Londres, et la dignité n'en aurait pas été plus évidente. Adrian la regarda s'arrêter pour parler à une femme âgée qui luttait avec un lourd paquet. Regarda Arabella poser immédiatement son propre panier et prendre le fardeau sans hésitation, le portant vers un petit cottage au bord de la place du village, tandis que la vieille femme suivait avec des expressions de gratitude. Et quand elles atteignirent le cottage, Arabella ne se contenta pas de laisser le paquet à la porte, mais accepta une invitation à l'intérieur, disparaissant de sa vue pendant près de 20 minutes. Quand elle ressortit, son panier était plus léger qu'avant, et Adrian comprit avec une sorte de torsion dans sa poitrine qu'elle avait partagé ses propres modestes provisions avec quelqu'un qui avait encore moins, un acte de générosité de la part d'une femme qui avait été réduite à une quasi-pauvreté par son propre décret, et il sentit la première fissure apparaître dans le mur de certitude qu'il avait bâti autour de son jugement sur elle. Il la suivit à distance alors qu'elle se dirigeait vers le sentier menant à son cottage, n'ayant l'intention que d'observer puis de retourner au manoir. Mais le destin ou la fortune intervinrent lorsque son cheval, effrayé par un chien qui traversa soudainement la route, se cabra et projeta Adrian en arrière sur le chemin d'Arabella, juste au moment où elle prenait un virage. « Oh !» s'exclama-t-elle, se stabilisant d'une main contre un arbre, les yeux écarquillés de surprise en le regardant, et Adrian se retrouva à fixer un visage qu'il avait tant essayé d'oublier, voyant les traits délicats qui avaient hanté ses rêves. Les yeux qui ne le reconnaissaient pas, car elle n'avait aucune raison de s'attendre à ce que le duc d'Ashford apparaisse devant elle dans une tenue si humble. « Je vous demande pardon », réussit-il à dire, sa voix plus rauque que prévu, et elle sourit, réellement sourit, une petite expression douce qui faillit le défaire. « Il n'y a pas de mal, monsieur, » dit-elle, avec une gentillesse qui lui serra la gorge. « Votre cheval semble fougueux. Êtes-vous blessé »
L'inquiétude sincère dans sa voix pour un étranger, la courtoisie naturelle qu'elle étendait sans calcul ni attente de récompense, plantèrent des graines de doute si profondes dans le cœur d'Adrian qu'il sut qu'elle se transformerait en quelque chose qui pourrait détruire la forteresse prudente qu'il avait construite autour de ses émotions. Et alors qu'elle lui souhaitait bonne route et continuait son chemin, il resta planté là, la regardant disparaître sur le sentier, plus troublé qu'il ne l'avait été avant cette expédition, et certain d'une seule chose, que rien chez cette femme ne correspondait aux suppositions qu'il avait faites, et qu'il ne trouverait aucune paix tant qu'il n'aurait pas compris la vérité. La rencontre avec sa femme, bien que brève et non reconnue par elle, laissa Adrian agité d'une manière qui transcendait son inquiétude précédente, et quelques jours après son retour au manoir d'Ashford, il se retrouva à convoquer son homme de confiance, un individu discret nommé Graves, qui avait servi la famille Blackwell pendant 2 décennies et qui possédait à la fois les ressources et le tempérament pour enquêter sur des affaires nécessitant de la délicatesse. Et bien que l'expression de Graves ne révéla rien quand Adrian demanda un examen approfondi des affaires du défunt Lord Thornfield et de la conduite de sa fille avant le mariage, Adrian sentit la curiosité de l'homme face à cet intérêt soudain pour une épouse qui avait été bannie 6 mois plus tôt. L'enquête prit 3 semaines, pendant lesquelles Adrian arpenta son bureau avec une agitation qui alarma même l'imperturbable Thornbury, incapable de se concentrer sur les affaires du domaine ou la correspondance, dormant mal et mangeant moins, consumé par une crainte grandissante d'avoir commis une injustice si profonde qu'aucune quantité de regret ne pourrait y remédier. Et quand Graves revint enfin, avec un dossier de documents et d'entretien, les mains d'Adrian tremblèrent légèrement en les prenant. Une faiblesse qu'il méprisait en lui-même, mais ne pouvait contrôler. Ce qu'il apprit dans les heures qui suivirent brisa chaque supposition sur laquelle il avait bâti sa condamnation d'Arabella, car les dettes de Lord Thornfield, bien que substantielles, n'avaient pas été accumulées par le jeu ou la dissipation, mais plutôt par un schéma d'une générosité extraordinaire, prêtant de l'argent à des amis en détresse qui ne fut jamais remboursé, se portant garant pour l'entreprise en faillite d'un cousin, payant les frais médicaux de locataires qui ne pouvaient pas se permettre le traitement, et soutenant une école pour enfants pauvres dans son district, et bien que de telles impulsions charitables l'eussent en effet laissé financièrement ruiné à sa mort, elles témoignaient d'un caractère entièrement opposé à celui du comploteur mercenaire qu'Adrian avait imaginé. Plus dévastateur encore fut la découverte qu'Arabella, en apprenant les dettes de son père peu après son décès, avait discrètement vendu tous les bijoux de sa mère, à l'exception d'un simple médaillon, des pièces qui devaient constituer sa dot et sa sécurité, et avait utilisé les bénéfices pour payer autant de créanciers de son père que possible, réduisant le scandale et protégeant son nom, même en se réduisant à une quasi-pauvreté. Et cet acte de dévouement filial et de sacrifice financier avait eu lieu 3 mois avant la proposition de mariage d'Adrian, ce qui signifiait qu'elle était venue à lui avec presque rien, avait accepté son offre en sachant qu'elle n'apportait aucune fortune à l'union, mais n'avait jamais mentionné ces circonstances ni tenté de les utiliser pour gagner de la sympathie ou un avantage. Graves avait également localisé l'ancienne gouvernante d'Arabella, une mademoiselle Pettigrew qui vivait maintenant à Bath, et son témoignage, consigné dans une écriture soignée, peignait le portrait d'une jeune femme élevée avec amour et principe, à qui l'on avait appris à valoriser la gentillesse plus que les conséquences et l'intégrité plus que l'avantage, une jeune fille qui s'était occupée de son père malade avec dévouement pendant ces derniers mois et qui avait pleuré non pas pour ses perspectives perdues, mais pour sa souffrance et la ruine de sa réputation. Et mademoiselle Pettigrew avait conclu sa déclaration par des mots qui se gravèrent dans la mémoire d'Adrian. Lady Arabella possède le genre de bonté qui ne peut être feinte, votre grâce, car elle ne procède pas du calcul, mais d'un cœur qui a connu l'amour, et sait donc comment le donner.
Adrian resta assis seul dans son bureau alors que le soir tombait, les documents étalés devant lui comme des accusations, et sentit tout le poids de sa terrible erreur s'abattre sur lui avec une force écrasante, comprenant maintenant qu'il avait pris une femme d'une vertu authentique et l'avait punie pour des péchés qui n'existaient que dans sa propre imagination blessée, avait projeté la trahison de sa mère sur une jeune fille innocente qui n'avait rien fait d'autre qu'accepter son offre de mariage avec espoir et peut-être même affection. Et la prise de conscience le mit à genoux, littéralement, agenouillé sur le sol de son bureau, tandis que des larmes qu'il n'avait pas versées depuis l'enfance traçaient des sillons sur son visage. Pourtant, même au milieu de cette reconnaissance dévastatrice, l'orgueil et la peur murmuraient encore leur poison, car reconnaître son erreur exigerait une vulnérabilité qu'il avait passé toute sa vie d'adulte à éviter, signifierait admettre qu'il avait eu tort, qu'il avait laissé de vieilles blessures dicter une cruauté présente, qu'il avait peut-être détruit quelque chose de précieux avant même que cela n'ait eu la chance de grandir, et la perspective d'affronter Arabella avec cette vérité, de voir dans ses yeux la confirmation de ce qu'il avait fait, le remplissait d'une terreur plus profonde que toutes celles qu'il avait connues. Pendant plusieurs jours, il resta paralysé entre la connaissance et l'action, comprenant ce qu'il devait faire mais incapable de surmonter les habitudes d'autoprotection qui l'avaient gouverné si longtemps, jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à un compromis avec lui-même, un plan qui lui permettrait de l'observer davantage, d'être certain de son caractère, au-delà de tout doute, avant de se révéler et de révéler ses découvertes, car sûrement, insistait son cœur effrayé, sûrement il était sage d'être absolument certain avant de faire un pas aussi irrévocable que la confession et la tentative de réconciliation. Et il se dit que c'était de la prudence plutôt que de la lâcheté, bien qu'une partie de lui connût la vérité. L'automne arriva avec sa beauté mélancolique particulière, peignant le paysage dans des tons d'ambre et de rouille. Et 9 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit d'hiver où Adrian avait envoyé sa jeune mariée en exil, 9 mois pendant lesquels les saisons avaient tourné et transformé le monde, tandis qu'Adrian lui-même restait pris dans une étrange suspension entre la connaissance et l'action, continuant ses observations secrètes d'Arabella, même si son cœur s'alourdissait du poids de ce qu'il avait appris et de ce qu'il avait fait. Elle s'était créée une vie dans ce petit cottage, une vie de contentement modeste, qui aurait été invisible pour ceux qui mesuraient la valeur en grandeur, car 3 après-midi par semaine, les enfants du village se rassemblaient dans son minuscule salon où elle leur apprenait à lire, utilisant des livres qu'elle avait sauvés de la bibliothèque de son père et d'autres qu'elle empruntait au vicaire. Et Adrian observait. Cachés, ses élèves déguenillés arrivaient avec des visages impatients et repartir avec des connaissances qui pourraient les élever au-delà des circonstances de leur naissance. Observer la patience d'Arabella ne jamais faiblir, même avec l'apprenant le plus lent, observer comment elle parvenait d'une manière ou d'une autre à faire sentir à chaque enfant que ses progrès comptaient, qu'il comptait, et il comprit que cette générosité d'esprit n'était pas une performance mais une essence, la nature fondamentale d'une femme qui donnait, parce que donner lui était aussi naturel que de respirer. La tempête arriva un soir de fin septembre, l'une de ces tempêtes soudaines et violentes qui surviennent avec peu d'avertissement. Et Adrian s'était abrité dans les bois près du cottage, lorsque le vent commença à déchirer les arbres avec une force sauvage, et à travers la pluie battante, il vit une section du toit du cottage se soulever et s'arracher, vit Arabella sortir sous le déluge, avec un calme remarquable pour évaluer les dégâts. La vie commençait immédiatement à déplacer ses précieux livres, loin de l'endroit où la pluie tombait maintenant, à travers la brèche, travaillant avec un calme efficace, bien qu'elle fût trempée, et il y avait quelque chose dans sa grâce, en temps de crise, dans sa réponse pratique au désastre sans hystérie ni désespoir, qui fit se contracter la poitrine d'Adrian avec une émotion qu'il pouvait à peine nommer. Il voulut se précipiter à son aide, utiliser ses ressources et son autorité
pour réparer ce qui était brisé. Mais il resta caché comme le lâche qu'il commençait à se reconnaître être, et à la place, il chevaucha à travers la tempête pour retourner au manoir d'Ashford, et le lendemain matin, il envoya son meilleur charpentier au cottage, avec l'instruction de réparer le toit, disant à l'homme de dire seulement qu'il passait par là, et avait remarqué les dégâts, et le charpentier, loyal et discret, fit comme on le lui avait demandé. 2 jours plus tard, un paquet arriva au manoir, apporté par madame Hewitt, avec une expression qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître, et à l'intérieur, Adrian trouva 6 pots de confiture faites avec les prunes sauvages qui poussaient près du cottage, leur couleur pourpre foncée aussi riche que des bijoux. Et glissée en dessous se trouvait une note de l'écriture soignée d'Arabella, qui disait simplement « La bonté ne devrait jamais créer d'obligation, mais la gratitude peut néanmoins être exprimée. Merci d'avoir remarqué ce qui avait besoin d'être réparé. » Adrian resta assis avec cette note pendant 1 heure, lisant et relisant ces quelques mots qui contenaient une telle dignité et une telle réprimande implicite, car elle avait compris que l'apparition du charpentier n'était pas une coïncidence, avait déduit que quelqu'un avait envoyé de l'aide, et plutôt que d'exiger de connaître l'identité de son bienfaiteur ou de créer une obligation par des remerciements effusifs, elle avait répondu avec grâce et l'offre du peu qu'elle avait à donner. Et à ce moment-là, quelque chose dans le cœur d'Adrian, une dernière barrière d'autoprotection, commença à se fissurer et à s'effriter, et il sut qu'il n'était pas simplement attiré par cette femme, ou intrigué par elle, ou consumé par la culpabilité pour son traitement, mais plutôt qu'il était en train de tomber, était peut-être déjà tombé, dans un amour si profond que cela le terrifiait, car c'était un amour qui exigeait qu'il devienne quelqu'un de différent, quelqu'un de digne, quelqu'un capable de la vulnérabilité et de l'honnêteté qu'Arabella méritait, et il ne savait pas s'il possédait le courage pour une telle transformation. La fièvre s'abattit sur Arabella avec une terrible rapidité la première semaine d'octobre, commençant par un léger frisson qu'elle attribua au changement de temps et progressant, en 2 jours, vers une maladie brûlante qui la laissa tremblante et délirante. Incapable de se lever de son lit ou de garder le bouillon que madame Hewitt essayait désespérément de lui faire avaler, et la vieille gouvernante, effrayée par le déclin rapide et sachant que le médecin du village était absent pour assister à un accouchement difficile dans le comté voisin, prit une décision qu'elle espérait ne pas être sa perte et envoya un message urgent au manoir d'Ashford pour informer que la duchesse était gravement malade et peut-être mourante. Adrian reçut le message alors qu'il examinait les comptes du domaine dans son bureau, et les mots soigneusement écrits sur la page devant lui devinrent insignifiants, alors que sa vision se rétrécissait et que son cœur commençait à s'emballer avec une terreur si profonde qu'elle chassa toutes les autres pensées de son esprit, et en quelques minutes, il était à cheval et galopait vers le cottage avec une imprudence qui alarma son palefrenier, poussant son cheval à travers le crépuscule d'automne comme s'il pouvait distancer la possibilité de la perte, comme si la vitesse seule pouvait empêcher la mort de réclamer la femme qu'il commençait à peine à comprendre qu'il aimait. Il entra en trombe par la porte du cottage sans frapper, surprenant madame Hewitt qui plaçait des linges frais sur le front brûlant d'Arabella, et la gouvernante recula avec un regard entendu tandis qu'Adrien se déplaçait vers le chevet, son calme habituel brisé par la vue de sa femme allongée si pâle et immobile, ses cheveux sombres emmêlés de sueur et sa respiration superficielle et rapide, et il s'agenouilla près du lit avec des mains qui tremblaient en touchant son visage, sentant la chaleur terrible qui irradiait de sa peau. Pendant 3 jours et 3 nuits, Adrian refusa de la quitter, dormant par intermittence sur la chaise près de son lit quand l'épuisement le submergeait, baignant sa peau fiévreuse d'eau fraîche, la tenant quand les frissons secouaient son corps, et lui parlant constamment même s'il ne savait pas si elle pouvait l'entendre, lui disant des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, confessant ses regrets et ses peurs et son désir désespéré,
qu'elle vive pour qu'il puisse avoir la chance de l'aimer comme il se doit. Et madame Hewitt observa cette veillée, les larmes aux yeux, voyant dans le visage hagard et les mains tremblantes du duc une dévotion qui parlait plus puissamment que n'importe quelle déclaration. Dans son délire, Arabella parla aussi, sa voix faible et brisée, des mots sortant sans les gardes que la conscience aurait imposés, et Adrian apprit dans ces révélations fragmentées ce qui l'avait détruit, car elle parla de ses espoirs le jour de son mariage, de sa nervosité et de sa joie timide d'épouser un homme qu'elle avait entendu dire beau et instruit même s'il semblait sévère, parla de sa blessure quand il l'avait regardée avec une telle froideur pendant la cérémonie, de sa confusion et de sa dévastation quand il l'avait bannie, et puis, dans un murmure qui transperça Adrian jusqu'au plus profond de son être, elle dit « Je l'aimais même quand il m'a renvoyé, je l'aimais bien qu'il ne puisse pas me voir, je l'aimais encore bien que je susse que je ne devrais pas. » Et Adrian enfouit son visage dans les couvertures à côté d'elle et pleura avec un chagrin et un remords si consumants qu'il lui sembla que son cœur pourrait se briser entièrement, comprenant à ce moment-là toute la mesure de ce que sa peur et son orgueil avaient détruit, l'amour qui avait été offert librement et rejeté cruellement, l'avenir qu'ils auraient pu avoir s'il avait possédé ne serait-ce qu'une fraction du courage et de la bonté qu'elle incarnait. Adrian maintint sa veillée au chevet d'Arabella avec la détermination féroce d'un homme qui avait enfin trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, refusant de partir même lorsque madame Hewitt lui suggéra doucement de se reposer dans l'autre pièce, et le deuxième jour, le médecin du village arriva. Un vieil homme bourru nommé Dr Morrison, qui avait assisté à des naissances et des décès dans la région pendant 40 ans, et qui observa la scène devant lui avec des yeux entendus, remarquant le grand-duc d'Ashford, non rasé et aux yeux creux, tenant la main de sa femme avec une tendresse qui semblait en contradiction avec tout ce que le médecin avait entendu sur la froideur de l'homme. Et après avoir examiné Arabella et déclaré que la fièvre avait probablement atteint son pic et devrait bientôt tomber. Si Dieu était miséricordieux, le docteur Morrison remarqua doucement qu'il n'avait jamais vu une dévotion aussi profonde, que quoi qu'il se soit passé entre le duc et la duchesse, avant ce moment, semblait bien moins importer que ce dont il était témoin maintenant, et Adrian hocha simplement la tête, incapable de former des mots autour de la peur qui lui serrait encore la gorge. La troisième nuit, la fièvre tomba enfin, et la peau d'Arabella se rafraîchit sous le contact d'Adrian, tandis que sa respiration s'approfondissait en un vrai sommeil plutôt que l'agitation du délire. Et Adrian, submergé de soulagement et d'épuisement, s'affaissa dans sa chaise et tomba dans le premier véritable repos qu'il avait connu depuis des jours, tenant toujours sa main comme si, même dans le sommeil, il ne pouvait supporter de la lâcher. Quand Arabella se réveilla dans la pâle lumière de l'aube, faible et confuse, la première chose qu'elle vit fut son mari endormi dans la chaise à côté de son lit, la tête penchée dans un angle inconfortable et sa main serrant la sienne, et pendant un long moment, elle le fixa simplement, essayant de concilier cet homme hagard et non rasé avec le duc froid qui l'avait banni, essayant de comprendre ce que sa présence ici signifiait et si elle possédait la force d'affronter la conversation qui devait maintenant avoir lieu. Elle retira sa main avec précaution, et le mouvement le réveilla immédiatement, et leurs yeux se rencontrèrent dans cette lumière matinale tranquille, et Adrian vit dans son regard une méfiance qui le blessa plus profondément que n'aurait pu le faire n'importe quelle colère, car elle parlait d'une confiance si profondément brisée que même sa veillée, pendant sa maladie, ne pouvait la réparer immédiatement. Il commença alors à parler, avec hésitation et sans l'éloquence qui lui venait habituellement si naturellement, lui disant qu'il était désolé, que les mots étaient inadéquats, mais que c'était tout ce qu'il avait, qu'il s'était trompé sur elle, trompé sur tout, que ses propres peurs et blessures l'avaient aveuglé à la bonté qui se tenait devant lui le soir de leur mariage,
et la confession jaillit de lui en phrases brisées, alors qu'il lui parlait de sa mère, de la belle femme qui avait épousé son père pour un titre et un domaine, et qui était partie quand Adrian avait 7 ans, abandonnant son fils sans un regard en arrière pour s'enfuir avec un homme plus jeune sans fortune. Et comment cet abandon lui avait appris que les femmes qui se mariaient pour la position étaient incapables de vrais sentiments, incapables d'amour, et comment il avait regardé Arabella le soir de leur mariage, et n'avait vu que la beauté de sa mère et l'espoir désespéré de son père, et avait frappé le premier avant qu'elle ne puisse le blesser comme sa mère avait blessé son père. Arabella écouta cette confession avec une expression qui restait soigneusement neutre, ses mains jointes sur la couverture, et quand il se tut enfin, épuisé par le poids des mots qui avaient été enfermés en lui si longtemps, elle parla doucement, lui demandant s'il l'avait vraiment cru capable d'une telle cruauté calculée, s'il avait regardé son visage effrayé le soir de leur mariage et y avait vu de la tromperie plutôt que de la nervosité. Et Adrian ne put que baisser la tête de honte et admettre que oui, il avait cru le pire, parce que croire le pire avait semblé plus sûr que de risquer l'espoir. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, puis Arabella, encore faible de sa maladie, mais possédant une dignité que la maladie ne pouvait diminuer, lui dit qu'elle avait besoin de temps, que sa confession l'aidait à comprendre, mais n'effaçait pas la douleur de ces 9 mois, qu'elle s'était construit une vie dans ce cottage à partir des ruines qu'il lui avait laissées, et qu'elle ne pouvait pas simplement mettre cela de côté parce qu'il avait enfin choisi de la voir clairement. Et elle lui demanda, avec une douceur qui rendait la demande encore plus dévastatrice, de partir et de lui donner de l'espace pour réfléchir à ce qu'elle voulait et si le pardon était même possible. Adrian sentit la demande comme un coup physique, mais il reconnut qu'il n'avait aucun droit d'exiger quoi que ce soit d'elle, aucun droit de s'attendre à ce que sa souffrance pendant sa maladie lui ait valu la rédemption. Et il hocha donc lentement la tête et se leva de la chaise, ses jambes raides après des jours passés assis, et avant de partir, il lui dit simplement qu'il respecterait ses souhaits, mais qu'il ne disparaîtrait plus de sa vie, qu'il attendrait aussi longtemps que nécessaire sa réponse, et qu'elle devait savoir qu'il l'aimait, l'avait peut-être aimé dès le premier instant où il l'avait vu, bien qu'il ait été trop lâche pour le reconnaître. Puis il quitta le cottage et sortit dans un matin qui semblait à la fois incroyablement lumineux et indiciblement vide, sachant qu'il avait enfin dit la vérité, mais incertain que la vérité seule puisse guérir ce que ses mensonges avaient brisé. Adrian quitta le cottage ce matin-là, avec la demande d'espace d'Arabella résonnant dans son esprit. Mais alors qu'il descendait le sentier vers l'endroit où son cheval attendait, quelque chose en lui se rebella contre l'idée de disparaître à nouveau de sa vie, même temporairement, car il l'avait déjà abandonnée une fois, et cet abandon avait été la plus grande erreur de son existence, et bien qu'il respecterait son besoin de temps et de distance, il ne pouvait se résoudre à retourner à la froide vacuité du manoir d'Ashford et à simplement attendre dans le confort pendant qu'elle luttait seule avec la décision de le pardonner ou non. Il resta debout près de son cheval pendant plusieurs longues minutes, une main sur l'encolure de l'animal, regardant en arrière vers le cottage où la femme qu'il aimait se demandait peut-être en ce moment, même si son départ signifiait une autre trahison. Puis, avec une décision qui semblait à la fois folle et absolument nécessaire, il retira la selle de son cheval et renvoya l'animal au manoir d'une claque sur la croupe, et il retourna au cottage d'Arabella et s'installa sur le seuil, enroulant son manteau autour de lui contre le froid d'octobre, et se préparant à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait pour qu'elle croie qu'il ne la quitterait plus. Madame Hewitt le découvrit là, quand elle arriva 1 heure plus tard, avec du pain frais et de la soupe pour Arabella, et les yeux de la vieille femme s'écarquillèrent de choc à la vue du duc d'Ashford, assis sur la marche de pierre froide, comme un simple mendiant. Mais Adrian soutint son regard fermement, et lui dit doucement qu'il n'abandonnerait plus sa femme,
que si elle avait besoin d'espace. Il le lui donnerait, mais il le ferait depuis son seuil, où elle pourrait le voir et savoir qu'il était constant dans sa dévotion. Et Madame Hewitt, qui avait vu Arabella souffrir pendant 9 mois d'exil et avait vu l'angoisse du duc pendant sa maladie, hocha simplement la tête et passa par-dessus lui pour entrer dans le cottage, bien qu'elle revint quelques instants plus tard avec une couverture qu'elle drapa sur ses épaules, avec un encouragement murmuré que la patience et la persévérance pourraient encore réparer ce que l'orgueil avait brisé. Le village remarqua la présence du duc en quelques heures, car dans une petite communauté, rien ne restait secret longtemps, et bientôt il y eut des murmures, et des regards, et des exclamations d'incrédulité que le grand Adrian Blackwell, le duc d'Ashford, craint et puissant, se soit réduit à dormir sur le seuil de sa propre femme comme un mendiant cherchant l'aumône, et certains dirent que c'était une punition méritée pour sa cruauté, tandis que d'autres se demandaient s'il avait entièrement perdu la raison, mais tous s'accordèrent à dire qu'il n'avait jamais été témoin d'une telle démonstration publique de pénitence de la part d'un homme de son rang. Arabella l'entendit s'installer sur la marche, entendit le murmure des voix, tandis que Madame Hewitt parlait avec lui, et elle resta figée dans son petit salon, partagée entre la fureur face à sa présomption et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir, car quel homme s'humilierait si complètement, à moins que son remords ne soit sincère, et pourtant elle se força à ignorer sa présence, à vaquer à ses occupations comme si le duc d'Ashford n'était pas campé sur son seuil, parce qu'elle avait besoin de savoir si sa persistance survivrait à l'inconfort et à la honte publique. Pendant 3 jours, elle passa par-dessus lui sans un regard, lorsqu'elle devait s'occuper de son jardin ou marcher jusqu'au village, et Adrian ne bougea jamais de son poste, sauf pour s'écarter et lui permettre de passer, et il endura la pluie qui tomba la 2e nuit, et le vent froid qui souffla le 3e jour, et ses beaux vêtements devinrent froissés et humides, et son visage devint couvert de barbe et fatigué, mais il resta, et sa vulnérabilité devint un spectacle que tout le village observa et commenta, certains avec dérision, mais beaucoup avec un respect croissant pour un homme qui se dépouillerait de toute trace d'orgueil et de dignité pour prouver sa dévotion à la femme qu'il avait lésée. Le 7e jour de la veillée d'Adrian sur son seuil, Arabella se réveilla à un matin qui semblait différent d'une manière ou d'une autre, comme si l'air d'octobre portait une douceur qui avait été absente auparavant, et quand elle se leva, s'habilla et prépara son thé du matin, elle se retrouva à préparer une 2e tasse sans vraiment en avoir décidé ainsi, et elle porta les 2 tasses à sa porte et l'ouvrit pour trouver Adrian exactement là où il était depuis une semaine, blotti dans la couverture que Madame Hewitt lui avait apportée, son visage tiré par le froid et l'épuisement, mais ses yeux immédiatement alertes lorsque la porte s'ouvrit. Et Arabella ne dit rien, tendit simplement l'une des tasses vers lui et observa le choc et la gratitude inonder ses traits, et il prit le thé avec des mains tremblantes qui auraient pu trembler de froid ou d'émotion ou des deux, et elle se retira à l'intérieur avant qu'il ne puisse parler, refermant doucement la porte derrière elle, mais sentant comme si elle avait franchi un seuil invisible qu'elle n'avait pas tout à fait l'intention de franchir. Le lendemain, elle lui apporta à nouveau du thé, et cette fois, elle apporta aussi une couverture plus épaisse, une qui avait appartenu à son père, et elle la laissa plier à côté de lui, sans croiser son regard, et Adrian s'enveloppa dedans, et porta le tissu à son visage, un instant comme s'il pouvait deviner quelque chose de son cœur, à partir de cette offrande silencieuse, et progressivement, jour après jour, les gestes de miséricorde d'Arabella s'accumulèrent comme des feuilles d'automne, tombant une à une, jusqu'à ce qu'elles forment quelque chose qui aurait pu ressembler aux premières fondations du pardon. Adrian commença à lui parler à travers la porte fermée le soir, sa voix basse et hésitante au début, lui racontant de petites choses sur sa journée, sur les oiseaux qu'il avait observés dans son jardin,
sur la façon dont le coucher de soleil avait peint les nuages de la couleur des pétales de rose. Et puis, quand elle ne lui dit pas d'arrêter, il commença à partager des choses plus profondes, des souvenirs de son enfance qu'il n'avait jamais racontés à personne, des histoires du petit garçon qui avait attendu près de la fenêtre une mère qui n'était jamais revenue, qui avait appris à enfermer chaque sentiment doux parce que la douceur n'avait jamais mené qu'à l'abandon, et il lui parla de la solitude qu'il avait façonnée en l'homme froid qu'il avait renvoyé, et de la façon dont l'observer ces derniers mois lui avait montré qu'il y avait d'autres manières d'être, que la force pouvait exister aux côtés de la douceur, et qu'ouvrir son cœur n'était pas une faiblesse, mais le plus grand courage de tous. Arabella écoutait ces confessions de l'intérieur de son cottage, debout pressé contre la porte, son propre cœur partagé entre la douleur qu'il lui avait causée et la certitude croissante que son remords était sincère, que cet homme assis sur son seuil dans le froid n'était pas le même homme qui l'avait banni le soir de leur mariage, et elle se surprit à vouloir croire que les gens pouvaient changer, que les blessures pouvaient guérir, que l'amour pourrait encore être possible entre deux personnes qui avaient commencé si désastreusement. Le 14e soir de sa veillée, alors que le premier gel touchait le sol et que la voix d'Adrian flottait à travers la porte, lui racontant sa peur d'avoir détruit quelque chose de précieux, au-delà de toute réparation, Arabella ouvrit enfin la porte et le regarda avec une expression qui contenait à la fois de la méfiance et quelque chose qui aurait pu être les prémices de la compassion. Et elle dit doucement, avec un léger tremblement dans la voix qui trahissait combien les mots lui coûtaient, « Entrez avant d'attraper une pneumonie, votre grâce. » Et Adrian leva les yeux vers elle, avec un espoir et une gratitude si nus qu'elle dut détourner le regard. Et il se leva avec raideur de la marche de pierre froide et la suivit dans la chaleur du cottage, sachant tous deux que ce n'était pas le pardon, pas encore, mais que c'était un commencement, une petite miséricorde qui pourrait mener à quelque chose de plus s'ils étaient tous deux assez courageux pour essayer. Madame Hewitt arriva le lendemain matin pour trouver Adrian installé dans la petite chambre d'amis du cottage, un espace qui avait servi principalement de débarras jusqu'à ce qu'Arabella l'ait rapidement vidé la veille au soir, et la présence de la vieille gouvernante comme chaperon, prête à un vernis de bienséance, à un arrangement qui aurait autrement fait jaser les langues du village, encore plus furieusement qu'elle ne le faisait déjà. Bien qu'en vérité, la gêne entre mari et femme fût telle qu'aucun chaperon n'était vraiment nécessaire, car ils se déplaçaient l'un autour de l'autre comme des étrangers apprenant à partager un espace confiné, excessivement poli et attentif à ne pas empiéter sur les routines de l'autre. Ils prenaient leur repas ensemble à la petite table d'Arabella, Adrian ayant insisté pour aider à préparer la nourriture malgré son évidente méconnaissance du travail en cuisine, et ces repas se passaient en grande partie en silence, rompus seulement par des demandes pour passer le sel ou des observations sur le temps, et pourtant le silence n'était pas entièrement inconfortable, car il avait une qualité de patience plutôt que d'hostilité. Comme si tous deux comprenaient que les mots viendraient quand ils seraient prêts, et que forcer la conversation ne ferait que construire de nouveaux murs entre eux. Progressivement, au fil des jours, de petits échanges commencèrent à émerger comme de jeunes pousses vertes perçant le sol d'hiver, timides et fragiles, mais indubitablement vivants, et Adrian commentait un passage du livre ouvert sur la table du salon, et Arabella répondait avec ses propres pensées, et bientôt ils découvrirent un amour partagé pour la philosophie et la poésie qui leur donna un terrain sûr sur lequel construire quelque chose qui pourrait éventuellement devenir de l'amitié. Adrian s'occupa de réparations autour du cottage, réparant une charnière lâche sur la porte du jardin, remplaçant plusieurs vitres fissurées, réempilant le tas de bois avec une précision qui témoignait de son besoin d'être utile, de prouver par l'action ce que les mots seuls ne pouvaient transmettre, et Arabella observait ses efforts avec une neutralité prudente qui s'adoucissait néanmoins progressivement chaque fois qu'elle était témoin de sa détermination sincère à contribuer à son foyer
plutôt que de simplement le commander, comme un duc pourrait commander son domaine. Un après-midi, ils tendirent tous les deux la main vers le même volume de Wordsworth, qui se trouvait sur une étagère entre la cuisine et le salon, leurs mains se rencontrant sur la reliure en cuir usé, et le contact envoya un courant de conscience à travers eux deux, qui n'avait rien à voir avec le passé, et tout à voir avec le moment présent. Avec l'homme et la femme qu'ils étaient maintenant plutôt que les étrangers qui s'étaient mariés en hiver et s'étaient détruits l'un l'autre avant même que le lit conjugal n'ait été chauffé. Et ils se retirèrent tous les deux comme si le livre les avait brûlés. Mais quelque chose changea à cet instant, une sorte de reconnaissance qu'il existait entre eux non seulement une douleur partagée et la longue route de la réconciliation, mais aussi la possibilité de l'attirance, du désir, de toutes les choses qui pourraient s'épanouir entre un mari et une femme si on leur donnait la chance de grandir dans un sol qui avait été correctement entretenu. La soirée arriva, froide et claire, avec le givre commençant déjà à se former sur les fenêtres du cottage, et après que leur modeste souper eut été débarrassé et que madame Hewitt se fut retirée dans sa petite chambre près de la cuisine, Arabella et Adrian se retrouvèrent attirés par la cheminée du salon, s'installant dans les deux fauteuils qui flanquaient l'âtre avec une familiarité qui aurait semblé impossible quelques semaines auparavant, et pendant un long moment, ils restèrent assis dans un silence complice, regardant les flammes danser et écoutant le crépitement et le sifflement du bois qui brûlait, jusqu'à ce qu'enfin Arabella parle d'une voix si basse qu'Adrian dut se pencher en avant pour l'entendre correctement, et elle dit « Je dois vous dire quelque chose à propos de cette nuit, de notre nuit de noces, parce que je pense que vous devriez savoir ce que cela signifiait pour moi, ce que j'avais espéré et ce que j'ai perdu. » Et Adrian hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler, et elle continua donc, ses mots venant lentement au début, puis plus vite, comme l'eau rompant un barrage. Elle lui dit qu'elle l'avait aimé dès l'instant où elle l'avait vu pour la première fois au bal des Haversham, 6 mois avant leur mariage arrangé, qu'elle l'avait observé de l'autre côté de la salle de bal et l'avait trouvé beau, malgré son attitude froide, que lorsque son oncle l'avait informée des fiançailles, elle avait été terrifiée, mais aussi remplie d'un espoir désespéré, qu'elle pourrait peut-être être celle qui atteindrait l'homme solitaire qu'elle sentait sous l'arrogance ducale, et elle décrivit comment elle avait passé les semaines précédant le mariage à imaginer leur vie ensemble, rêvant comme la jeune fille insensée qu'elle avait été de transformer le manoir d'Ashford en un foyer rempli de chaleur, de rires et d'amour, et quand elle parla de se tenir dans sa robe de mariée dans cette froide chambre à coucher, l'attendant avec le cœur plein d'espoir seulement pour qu'il l'accuse de motifs mercenaires et la bannisse comme une criminelle, sa voix se brisa enfin, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues sans qu'elle les retienne. Adrian poussa un son semblable à celui d'un animal blessé, et tomba à genoux devant son fauteuil, son propre visage mouillé de larmes qu'il ne prit pas la peine de cacher, et il prit ses mains dans les siennes et les pressa contre son front comme pour chercher l'absolution ou la bénédiction, ou simplement le réconfort de son contact, et il dit, sa voix rauque d'émotion, « Je suis tellement désolé, Arabella, je suis si profondément désolé que les mots semblent vides de sens, et je sais que je ne pourrai jamais défaire ce que je t'ai fait, jamais te rendre cet espoir innocent que j'ai détruit, mais j'ai besoin que tu comprennes que ma cruauté venait d'un lieu de blessure si profonde que je ne pouvais pas voir au-delà de ma propre douleur pour reconnaître la tienne. » Puis il lui parla de sa mère, avec plus de détails qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, de la façon dont elle avait été une beauté célèbre qui avait épousé son père uniquement pour le titre et la richesse, de la façon dont elle n'avait fait aucun secret de son dédain pour son mari et son fils, de la façon dont elle les avait finalement abandonnés tous les deux quand Adrian avait 7 ans, s'enfuyant avec un amant sur le continent et ne laissant derrière elle qu'une note disant qu'elle n'avait jamais voulu être mère ou duchesse
et qu'il ne devait pas essayer de la retrouver. Il parla des années qui suivirent, de la descente de son père dans un cynisme amer, des leçons qu'il avait absorbées sur les femmes, le mariage et la confiance, des murs qu'il avait construits autour de son cœur si hauts et si épais qu'au moment où il atteignit l'âge adulte, il se croyait incapable d'amour et croyait toutes les femmes incapables de sentiments sincères, et lorsque les dettes du père d'Arabella avaient été révélées juste avant le mariage, cela avait semblé confirmer tout ce qu'il avait toujours cru, et il avait donc frappé le premier avant qu'elle ne puisse le blesser, comme sa mère avait blessé son père, sans jamais s'arrêter pour considérer qu'en se protégeant, il devenait le monstre même que sa mère avait été. Arabella écouta cette confession, ses mains toujours tenues dans les siennes, et quand il se tut enfin, elle tendit une main et toucha doucement son visage, essuyant ses larmes avec son pouce, et elle lui parla de ses propres pertes, de la mort de sa mère quand elle avait 12 ans, de la façon dont son père avait tant essayé d'être les deux parents pour elle et s'était ruiné dans le processus pour s'assurer qu'elle ait l'éducation et les opportunités dignes d'une dame, de la façon dont elle avait découvert après sa mort que les dettes dont tout le monde murmurait avaient été contractées non pas par le jeu ou la prodigalité, mais par ses tentatives désespérées de garantir son avenir et par sa générosité envers d'autres qui avaient eu besoin d'aide, et elle admit qu'elle aussi avait appris à garder son cœur, à s'attendre à la déception, et pourtant elle avait choisi d'espérer quand même le soir de leur mariage, avait choisi de croire que l'amour pourrait être possible, et quand cet espoir avait été anéanti, elle avait eu l'impression que quelque chose d'essentiel en elle était mort. Ils restèrent assis ensemble à la lueur du feu, partageant leurs chagrins et leurs blessures, trouvant dans la douleur de l'autre un miroir de leur propre souffrance, et progressivement, ils commencèrent à comprendre qu'ils n'étaient pas si différents après tout, qu'ils avaient tous deux été façonnés par l'abandon et la perte, qu'ils avaient tous deux appris à survivre en se fermant à la connexion même dont ils avaient le plus désespérément besoin, et dans cette compréhension, quelque chose de nouveau commença à grandir entre eux, quelque chose de plus solide que l'attirance et de plus profond que la sympathie, une reconnaissance qu'ils se tenaient enfin sur un terrain commun et que de cette fondation, ils pourraient construire quelque chose de vrai. La foire du village arriva avec le passage de l'automne à sa phase plus profonde, lorsque les feuilles étaient passées de l'or au roux et que l'air portait cette fraîcheur particulière qui annonçait l'approche de l'hiver, et Arabella avait prévu d'y assister comme elle l'avait fait l'année précédente. Trouvant du réconfort dans les plaisirs simples de la vie de campagne et la chaleur des villageois qui lui avaient montré tant de gentillesse pendant son exil, mais cette année était différente, car Adrian lui demanda s'il pouvait l'escorter, sa voix hésitante comme s'il s'attendait à un refus, et elle se surprit à accepter après un long moment de délibération intérieure, pensant qu'il était peut-être temps de tester la fragile entente qu'ils avaient construite dans l'intimité du cottage, éclairée par le feu contre l'examen du monde extérieur. Leur apparition ensemble provoqua une sensation immédiate qui se propagea sur le champ de foire comme le vent sur le blé. Les têtes se tournant et les conversations s'arrêtant en pleine phrase, alors que le duc d'Ashford marchait à côté de sa femme bannie, avec une attention prudente qui semblait surprendre tous ceux qui en étaient témoins. Et Adrian supporta les regards et les murmures avec une dignité entièrement nouvelle, ne faisant aucune tentative pour intimider ou faire taire les bavards, mais concentrant plutôt toute son attention sur Arabella, lui demandant ce qu'elle aimerait voir en premier, si elle avait assez chaud, si elle souhaitait un rafraîchissement, sa sollicitude si sincère que même les observateurs les plus sceptiques se surprirent à reconsidérer leurs suppositions sur le duc froid et son mystérieux mariage. Il lui gagna un ruban au concours de tir à l'arc, son habileté, avec un arc évidente, dans le vol net de ses flèches vers la cible.
et lorsqu'il lui présenta le prix avec une légère révérence et un sourire qui transforma ses traits habituellement sévères en quelque chose de presque enfantin, Arabella sentit son souffle se couper d'une manière qui n'avait rien à voir avec le froid de l'automne, et tout à voir avec la prise de conscience qu'elle le voyait tel qu'il aurait pu être si la vie avait été plus clémente avec lui, si sa mère ne lui avait pas appris que l'amour était une arme et la confiance une monnaie de dupe, et elle accepta le ruban avec des remerciements murmurés qui ne cachaient pas tout à fait l'émotion dans sa voix. Plus tard, il lui acheta du cidre chaud à l'étal d'un vendeur, réchauffant la tasse entre ses mains avant de la lui donner, et ils restèrent ensemble à regarder les danseurs de Maurice exécuter leurs pas complexes. Et lorsque l'un des danseurs invita les membres du public à se joindre à eux, Adrian regarda Arabella avec une question dans les yeux, et elle se surprit à hocher la tête, riant alors qu'il la menait dans le cercle avec une grâce maladroite qui témoignait de son manque de familiarité avec de tels plaisirs communs. Et pendant ces quelques minutes où il se déplaçait à travers les pas de danse simples, entouré de villageois, de fermiers et de commerçants, elle oublia complètement les duchesses et les ducs et les attentes de la société, et exista simplement comme une femme dansant avec un homme qui essayait si fort de gagner son pardon. Le moment de pure joie qui suivit fut quelque chose dont elle se souviendrait longtemps après, la façon dont son rire vint librement et sans retenue pour la première fois depuis leur nuit de noces, la façon dont le visage d'Adrien s'illumina quand il l'entendit comme si elle lui avait fait un cadeau d'une valeur inestimable, la façon dont le soleil d'automne filtrait à travers les arbres et faisait paraître tout touché d'or. Et à cet instant, elle entrevit ce que leur vie pourrait devenir s'ils pouvaient trouver le courage de vraiment recommencer, non pas alourdi par le passé, mais en apprenant de lui, non pas en prétendant que les blessures n'avaient jamais existé, mais en reconnaissant que même les coupures profondes pouvaient guérir si elles étaient correctement soignées. Alors que le soir approchait et que la foire commençait à se terminer, ils retournèrent lentement vers le cottage, ni l'un ni l'autre tout à fait prêts à ce que la journée se termine, et quand ils atteignirent sa porte, Adrian se tourna vers elle, et il y avait un tel désir dans son expression, un tel espoir prudent, qu'Arabella sut qu'il voulait l'embrasser, et pendant un battement de cœur, elle le voulut aussi, voulut combler la distance entre eux et découvrir si ses lèvres pouvaient être aussi douces que ses actions récentes le suggéraient. Mais la peur monta pour étouffer l'impulsion avant qu'elle ne puisse se former complètement. La peur que si elle se livrait à nouveau à l'espoir, elle ne ferait que se préparer à une autre chute dévastatrice, et elle se retira donc et murmura « Je ne suis pas encore prête, Adrian, je suis désolée, mais je ne suis tout simplement pas prête. » Et bien que la déception vacillât sur ses traits, il hocha seulement la tête et dit avec une compréhension tranquille « J'attendrai aussi longtemps que tu en auras besoin. »« Arabella, j'attendrai pour toujours si c'est ce qu'il faut. » Et elle entra seule pendant qu'il retournait à sa chambre à l'auberge du village, tous deux emportant avec eux le souvenir d'un jour où le bonheur avait semblé presque à portée de main, si proche qu'ils pouvaient presque le goûter, mais toujours séparés par le canyon de la confiance brisée que seul le temps et la patience pouvaient combler. La lettre arriva par un matin gris, 3 jours après la foire, livrée par un cavalier de Londres qui la remit à Madame Hewitt avec un air d'importance qui mit immédiatement les nerfs d'Arabella à vif, et lorsqu'elle brisa le sceau et vit qu'elle venait de Lady Pemberton, une cousine éloignée qui évoluait dans les plus hauts cercles de la société, ses mains se mirent à trembler avant même qu'elle n'en lise le contenu. Et ce qu'elle y trouva écrit d'une écriture élégante lui donna l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds, car Lady Pemberton écrivait avec la douceur empoisonnée d'une fausse sollicitude pour l'informer que la société londonienne était en effervescence, spéculant sur le mariage d'Ashford, que des rumeurs circulaient sur les raisons pour lesquelles le duc avait banni sa jeune mariée, certains disant qu'elle devait être défectueuse d'une manière fondamentale pour mériter un tel rejet,
tandis que d'autres chuchotaient qu'elle était devenue folle le soir de son mariage et avait dû être confinée pour sa propre sécurité, et d'autres encore suggéraient des choses plus sombres sur son caractère et sa vertu. Et bien que Lady Pemberton prétendit écrire par devoir familial pour l'avertir, la satisfaction à peine dissimulée dans sa prose montrait clairement qu'elle prenait plaisir à livrer cette nouvelle de la ruine sociale d'Arabella. Adrian arriva au cottage 1 heure plus tard pour leur promenade prévue et trouva Arabella assise, rigide, dans son fauteuil près de la fenêtre, la lettre froissée sur ses genoux, son visage pâle et ses yeux arborant le même regard blessé dont il se souvenait de leur nuit de noces, et lorsqu'il lui demanda ce qui n'allait pas, elle lui tendit simplement la lettre sans parler, observant son expression se transformer de l'inquiétude à la fureur à mesure qu'il lisait, sa mâchoire se serrant et ses jointures blanchissant là où il agrippait le papier, et il se mit à arpenter le petit salon comme un loup en cage. Sa voix rauque de rage alors qu'il maudissait les colporteurs de ragots et leur langue cruelle, jurant qu'il les ferait rétracter chaque mot vicieux, qu'il défierait quiconque oserait parler en mal d'elle, qu'il les enverrait tous en enfer avant de les laisser détruire sa réputation, mais sa colère, aussi bien intentionnée soit-elle, ne fit qu'aggraver le mal d'Arabella, car elle lui rappelait qu'elle n'avait aucun contrôle sur son propre destin, que sa valeur et son nom étaient soumis aux caprices de personnes qui ne la connaissaient pas et ne se souciaient pas de connaître la vérité. Elle sentit toutes les anciennes blessures se rouvrir, toute la honte et le sentiment d'indignité que son bannissement avait gravé dans son âme ressurgir, frais et vifs, et elle se retrouva à se retirer derrière les murs qu'elle avait si soigneusement commencé à abaisser, sa voix plate et distante alors qu'elle disait « Peu importe ce que vous dites ou faites, Adrian, le mal est fait, et peut-être ont-ils raison. Peut-être y a-t-il quelque chose de fondamentalement mauvais en moi qui a fait que vous m'avez trouvé si facile à rejeter. » Et bien qu'il protestât avec véhémence, tombant à genoux devant son fauteuil et essayant de prendre ses mains dans les siennes, elle se retira et tourna son visage vers la fenêtre, incapable de supporter la pitié qu'elle imaginait voir dans ses yeux. La frustration d'Adrian était une chose palpable, remplissant le cottage de tension alors qu'il luttait pour trouver des mots qui pourraient la réconforter, qui pourraient réparer le mal que des étrangers lointains avaient infligé avec leur cruauté insouciante. Mais tout ce qu'il disait semblait insuffisant, ses excuses sonnant creuses même à ses propres oreilles, ses assurances qu'elle était parfaite et irréprochable sonnant faux face au poids de sa douleur. Et après 1 heure de cela, il se tut enfin, reconnaissant qu'à ce moment-là, il n'y avait rien qu'il puisse dire qui l'atteindrait, et il quitta le cottage, le cœur lourd, et l'esprit déjà tourné vers les actions qu'il pourrait entreprendre pour rectifier cette nouvelle injustice. Madame Hewitt trouva Arabella toujours assise près de la fenêtre à la tombée de la nuit, et la vieille gouvernante s'installa dans le fauteuil d'en face avec un soupir et dit doucement « La confiance prend du temps à se reconstruire, madame. Et les revers font partie du voyage, pas de sa fin. » Et Arabella se tourna vers elle, les larmes coulant sur son visage, et murmura « Et si je ne pouvais plus jamais vraiment faire confiance, si j'étais trop brisée pour être réparée ?» Et madame Hewitt tendit la main, prit la sienne, et répondit avec la sagesse de longues années. « Les choses brisées peuvent être réparées, cher enfant, mais la réparation demande de la patience, et parfois les fissures doivent faire un peu mal avant de finalement guérir. » Adrian partit pour Londres le lendemain matin, avec une résolution qui brûlait dans sa poitrine comme un feu, laissant à Arabella une brève note qui disait seulement « Je vais arranger cela ». Et bien qu'elle se sentît engourdie et vidée par les révélations de la veille, elle ne put s'empêcher de se demander ce qu'il avait l'intention de faire, si sa colère le mènerait à aggraver les choses, ou s'il avait vraiment un plan qui pourrait sauver ce qui restait de sa réputation. Le voyage vers la capitale prit 2 jours de chevauchée acharnée, et Adrian passa chaque mille à composer et à rejeter des discours dans son esprit,
sachant que ce qu'il s'apprêtait à faire l'exposerait au ridicule et pourrait nuire à sa propre position dans la société. Mais découvrant qu'il ne se souciait plus de ce que le beau monde pensait de lui, que la seule opinion qui comptait était celle d'Arabella, et qu'il l'avait déjà perdue par sa propre cruauté, alors quel mal supplémentaire pourrait venir de dire la vérité? Il arriva à Londres le soir du bal annuel de Lady Harrington, l'événement social le plus important de la saison d'automne, où chaque personne de conséquence serait réunie sous un même toit scintillant, et il fit savoir à l'avance que le duc d'Ashford serait présent, sachant que sa présence, après des mois d'absence, attirerait une attention immédiate, et que les ragots sur son mariage seraient le premier sujet sur toutes les lèvres. Lorsqu'il entra dans la salle de bal ce soir-là, les conversations ne firent pas que s'interrompre. Elles s'arrêtèrent complètement, des centaines de pères d'yeux se tournant vers lui avec une curiosité et une spéculation à peine dissimulées. Et il pouvait voir dans leurs expressions qu'ils cataloguaient déjà son apparence pour une dissection ultérieure, préparant déjà leurs remarques cinglantes sur le duc dont la jeune mariée s'était avérée si insatisfaisante qu'il avait été contraint de la cacher, et il les laissa le dévisager à leur guise avant de se diriger directement vers le centre de la pièce et de demander le silence de l'orchestre, sa voix portant à travers l'assemblée stupéfaite avec une autorité qui commandait une obéissance immédiate. Ce qui suivit fut un discours qui serait répété dans les salons et les clubs de gentlemen pendant des mois, alors qu'Adrian Blackwell, duc d'Ashford, se tenait devant la crème de la société et déclarait d'un ton clair et inébranlable que la séparation d'avec sa femme avait été entièrement de sa faute, qu'il avait agi sur des soupçons infondés et permis aux blessures de son passé d'empoisonner son jugement, que Lady Arabella était une femme au caractère impeccable et d'une bonté extraordinaire qui lui avait montré plus de grâce qu'il n'en méritait, et que toutes les rumeurs suggérant le contraire n'étaient pas seulement fausses, mais des mensonges malveillants qu'il ne tolérerait pas. Il loua son intelligence, sa compassion, sa dignité face à un traitement qui aurait brisé une personne de moindre envergure, et il regarda directement Lady Pemberton en disant que quiconque parlerait en mal de sa femme lui répondrait personnellement, le défi implicite dans ces mots faisant que plusieurs gentlemen se sentirent mal à l'aise et que Lady Pemberton pâlit et trouva soudain son éventail fascinant. La salle de bal resta totalement silencieuse quand il eut fini, puis lentement, presque avec hésitation, le comte de Somerset commença à applaudir, et d'autres se joignirent à lui jusqu'à ce que le son remplisse l'espace, et Adrian sut que, bien qu'il n'eût pas effacé tous les dommages, il avait au moins changé le récit, avait clairement indiqué qu'Arabella était sous sa protection et que son honneur était sien à défendre. Il quitta Londres le lendemain avec un portefeuille rempli de lettres qui avaient été livrées à son hôtel, des notes d'excuses de matrones de la société qui souhaitaient faire amende honorable auprès de la duchesse d'Ashford, des invitations pour eux deux à divers événements, et des messages obséquieux de personnes qui avaient été trop empressées de répandre des rumeurs, mais étaient maintenant désespérées de se distancier des ragots, et alors qu'il retournait vers le cottage, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment juste, d'avoir utilisé son pouvoir et sa position non pas pour intimider ou contrôler, mais pour protéger quelqu'un qui méritait d'être protégé. Lorsqu'il arriva au cottage et plaça les lettres dans les mains d'Arabella, la regardant les lire avec de grands yeux qui se remplirent lentement de larmes, il dit simplement « Je leur ai dit la vérité, que vous êtes tout ce qu'il y a de bon et que j'ai été l'imbécile qui n'a pas su le voir. » Et elle leva les yeux vers lui avec une expression qu'il ne put tout à fait déchiffrer, quelque chose entre la gratitude et l'émerveillement et les premiers frémissements timides de la croyance, et elle murmura « Vous avez fait ça pour moi ?» Et il répondit « Je ferai bien plus que cela, Arabella. Je referai le monde entier si cela pouvait enlever ne serait-ce qu'une fraction de la douleur que je vous ai causée. » Et à ce moment-là,
Elle commença à croire que sa transformation était peut-être réelle, que l'homme qui se tenait devant elle était vraiment différent de celui qui l'avait renvoyé dans le froid et l'obscurité. Et bien qu'elle ne fût pas prête à pardonner complètement, elle sentit la glace autour de son cœur commencer à se fissurer. La première neige tomba à l'anniversaire de leur mariage, 1 an jour pour jour depuis qu'Adrian avait envoyé Arabella dans les ténèbres avec des mots qui avaient brisé leurs 2 vies. Et lorsqu'elle se réveilla ce matin-là pour trouver le monde transformé en un paysage de silence blanc, elle sentit le poids de ce symbolisme s'installer sur elle comme la neige elle-même, recouvrant tout ce qui avait été d'une couverture de nouvelles possibilités. Adrian arriva au cottage en milieu de matinée, les bras chargés de branches de conifères et les joues rougies par le froid, et lorsqu'elle ouvrit la porte, il dit simplement « J'ai pensé que nous pourrions décorer ensemble, si vous le souhaitez. Je me souviens que vous avez mentionné un jour que votre mère avait l'habitude de remplir votre maison de verdure à Noël. » Et le fait qu'il se soit souvenu d'un si petit détail d'une de leurs conversations fit éclore quelque chose de chaleureux dans sa poitrine, malgré ses tentatives de garder son cœur. Ils travaillèrent dans un quasi-silence complice, enroulant les branches autour de la cheminée et des portes, et le cottage se remplit de l'odeur nette et propre du pain et de l'hiver. Et il y avait quelque chose de profondément paisible dans cette collaboration domestique, cette création partagée de beauté dans son petit sanctuaire, et Arabella se surprit à penser que c'était ce que le mariage aurait dû être depuis le début, ce partenariat facile et cette compréhension tranquille. Alors qu'il faisait une pause pour le thé dans l'après-midi, assis devant le feu avec la neige tombant régulièrement derrière les fenêtres, Adrian s'éclaircit la gorge et dit avec une hésitation prudente « Arabella, j'ai réfléchi à ce à quoi un vrai mariage pourrait ressembler entre nous, non pas la parodie que j'ai créée, mais quelque chose de sincère et d'entier, et je me demandais si vous seriez prête à discuter de ce que cela pourrait signifier. » Et elle sentit son pouls s'accélérer, car c'était la conversation qu'elle avait à la fois redoutée et désirée, le moment où il devrait décider de vraiment avancer ou de rester pour toujours dans cet espace liminal de quasi-réconciliation. Elle posa sa tasse de thé et le regarda directement. Cet homme qui l'avait si profondément blessé, mais qui s'était aussi révélé capable d'une véritable transformation. Et elle dit « Que demandez-vous, Adrian ?» Et il se déplaça de son fauteuil pour s'agenouiller devant elle, non pas en supplication, mais en toute honnêteté, ses yeux rencontrant les siens alors qu'il répondait « Je vous demande si vous me permettriez de vous courtiser comme il se doit, de gagner votre amour comme j'aurais dû le faire depuis le début, de construire quelque chose de réel entre nous plutôt que l'arrangement vide que notre mariage a été. Je veux recommencer à zéro, Arabella, non pas pour effacer ce qui s'est passé, car ce serait impossible et malhonnête, mais pour créer quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce que j'ai détruit. » Sa lutte intérieure était visible sur son visage, la guerre entre la peur et l'espoir, entre la sécurité de ses murs et la terrifiante vulnérabilité de les laisser tomber, et elle pensa à toutes les manières dont il s'était prouvé ces derniers mois, sa patience et sa défense publique de son honneur et sa volonté d'endurer l'inconfort pour elle. Mais elle se souvint aussi de la douleur écrasante de cette nuit de noces et des longs mois d'exil, et de la peur qu'il puisse un jour décider qu'elle ne valait finalement pas l'effort. Elle prit une profonde inspiration et dit « Si nous faisons cela, Adrian, il doit y avoir des limites. Je ne peux pas simplement me livrer à vous et espérer que vous ne me briserez pas à nouveau. J'ai besoin de savoir que ma voix sera entendue, que mes sentiments compteront, que je ne suis pas seulement un objet à posséder, mais une personne avec qui être en partenariat. » Et il hocha immédiatement la tête et dit « Quelles que soient les limites dont vous avez besoin, quel que soit le temps que vous exigez, je les respecterai toutes. Vous fixez le rythme de cette cour, Arabella, et je suivrai où vous mènerez. » Elle se surprit à dire oui, avant d'avoir pleinement décidé.
le mot s'échappant de ses lèvres comme un oiseau libéré d'une cage, et elle ajouta rapidement « Mais lentement, Adrian, nous devons aller lentement. Je ne suis pas prête à faire entièrement confiance, pas encore. » Et il tendit la main vers la sienne, avec une question dans les yeux, et quand elle hocha la tête en signe de permission, il la porta à ses lèvres et lui baisa les jointures, avec une révérence qui lui coupa le souffle, et il murmura « Lentement, alors, aussi lentement que vous en aurez besoin, et je demanderai la permission pour tout, chaque contact et chaque pas en avant, parce que votre confort et votre guérison comptent plus pour moi que mes propres désirs. » Les semaines qui suivirent la proposition de cour d'Adrian se déroulèrent avec une douceur qu'Arabella n'aurait jamais imaginé possible. Chaque jour apportant de petits moments de connexion qui s'enroulaient lentement mais inexorablement autour de son cœur, comme les rosiers grimpants qui fleuriraient bientôt de nouveau dans le jardin de son cottage. Adrian arrivait chaque matin avec une offrande attentionnée, jamais grandiose ou ostentatoire, mais toujours parfaitement choisie, pour montrer qu'il avait prêté attention à ses paroles et à ses préférences. Un jour, apportant un nouveau volume de poésie d'un écrivain qu'elle avait mentionné admirer, un autre jour arrivant avec des graines pour son jardin qu'il avait obtenues d'un botaniste du comté voisin, et un après-midi particulièrement significatif, il lui présenta un portrait de sa mère qu'il avait retrouvé et acheté à un cousin éloigné qui l'avait acquis après la vente du domaine de son père. Et quand Arabella vit le doux visage de sa mère la regarder depuis la toile, elle pleura ouvertement, et Adrian resta simplement à ses côtés et la laissa pleurer sans essayer de réparer ou de minimiser son chagrin. Ils firent de longues promenades à travers la campagne, alors que l'hiver relâchait progressivement son emprise et que les premiers indices du printemps commençaient à émerger en plaques de perce-neige et dans le gonflement des bourgeons sur les branches nues, et pendant ces promenades, ils parlèrent de tout et de rien, de livres et de philosophie, et de la nature du pardon, de souvenirs d'enfance à la fois doux et douloureux, de leurs espoirs pour ce que leur vie ensemble pourrait devenir, s'ils pouvaient vraiment apprendre à se faire confiance l'un à l'autre. Arabella se surprit à s'ouvrir comme l'une de ces fleurs printanières. Prudemment et progressivement, mais indubitablement, partageant des morceaux d'elle-même qu'elle avait gardés enfermés pendant les longs mois d'exil, et Adrian recevait chaque révélation avec une révérence qui la faisait se sentir vue et valorisée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. La crise survint un après-midi de début mars, lorsqu'ils eurent un désaccord sur son insistance à augmenter sa pension, une question pratique qui n'aurait pas dû causer un tel tumulte, mais qui déclencha quelque chose de profond et de primal en Arabella. La vieille peur qu'il la voie comme quelqu'un qui devait être géré et contrôlé plutôt qu'en partenariat, et elle se surprit à s'emporter avec des mots plus vifs qu'elle ne l'avait prévu, l'accusant d'essayer d'acheter son affection et de la manipuler pour qu'elle soit reconnaissante. Elle observa attentivement son visage pendant qu'elle parlait, se préparant à la colère et au retrait auxquels elle s'attendait, à ce que le duc d'Ashford émerge pour la remettre à sa place et lui rappeler toutes les manières dont elle dépendait de sa générosité. Mais au lieu de cela, Adrian resta simplement très immobile et écouta jusqu'à ce qu'elle ait épuisé sa fureur, puis il dit doucement « Vous avez raison, j'ai mal géré cela. J'aurais dû en discuter avec vous plutôt que de simplement décider, et je suis désolé de vous avoir fait sentir que votre opinion ne comptait pas. Et le fait qu'il ne se défendit pas ou ne se retira pas dans une formalité froide, mais reconnut plutôt son erreur et s'excusa avec une humilité sincère, fit réaliser à Arabella, avec une clarté surprenante, qu'il avait vraiment changé, que l'homme devant elle n'était pas la même personne qui l'avait renvoyé, et elle sentit quelque chose changer fondamentalement dans son cœur. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon du cottage, elle tendit la main vers la sienne, la première fois qu'elle avait initié un contact physique entre eux, et elle dit d'une voix qui ne tremblait que légèrement
Je suis en train de tomber amoureuse de vous, Adrian, de l'homme que vous êtes devenu, et cela me terrifie car je ne sais pas si je pourrai survivre à une nouvelle rupture. Mais je sais aussi que je ne veux pas vivre le reste de ma vie derrière des murs. Alors je choisis d'être courageuse. Je choisis de croire que ce que nous construisons ensemble est réel et durable. » Et Adrian porta sa main à ses lèvres et l'embrassa avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Et il murmura : « Alors je passerai chaque jour à prouver que votre bravoure n'est pas mal placée, que votre confiance n'est pas une erreur, que vous êtes aimé complètement et inconditionnellement pour exactement qui vous êtes. » Le printemps arriva avec une abondance qui semblait presque excessive dans sa beauté, comme si la nature elle-même célébrait la transformation qui avait eu lieu pendant les longs mois d'hiver, et lorsqu'Arabella se réveilla un matin pour trouver le jardin du cottage soudainement vivant de jonquilles et les arbres portant de délicates couronnes de nouvelles feuilles, elle sentit que le monde lui offrait un symbole visible de renouveau et de renaissance. Et c'est peut-être pourquoi, lorsque Adrian arriva cet après-midi-là et demanda s'il pouvait faire une promenade jusqu'au vieux pont de pierre qui traversait le ruisseau au bord de la propriété, elle accepta sans hésiter, sentant que quelque chose de significatif était sur le point de se dérouler entre eux. Ils marchèrent dans un silence confortable pendant un certain temps, leurs épaules s'effleurant occasionnellement alors qu'ils naviguaient sur le sentier étroit, et Arabella était parfaitement consciente de la naturalité de ce moment, de la façon dont la maladresse et la tension qui avaient caractérisé leurs premières interactions avaient cédé la place à une aisance qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et quand ils atteignirent le pont, Adrian s'arrêta et se tourna pour lui faire face avec une expression d'une telle vulnérabilité et d'un tel espoir que son souffle se coupa dans sa gorge. Il prit ses deux mains dans les siennes, une liberté qu'elle ne lui avait accordée que récemment, et il dit d'une voix qui tremblait légèrement : « Arabella, j'ai une question à vous poser, et j'ai besoin que vous répondiez honnêtement, même si cette honnêteté me cause de la douleur, car je préférerais connaître la vérité plutôt que de vivre dans un faux espoir. » Et elle hocha la tête pour qu'il continue, son cœur commençant à s'emballer, car elle pensait savoir ce qu'il allait demander, et elle n'était pas certaine d'être prête à donner la réponse qu'il cherchait. Adrian prit une profonde inspiration et dit : « Voulez-vous retourner au manoir d'Ashford avec moi ? Non pas comme l'épouse bannie que j'ai créée dans ma cruauté, mais comme ma véritable duchesse et partenaire, comme la femme que j'aime et avec qui je souhaite construire une vraie vie. Je vous demande de me faire suffisamment confiance pour quitter ce sanctuaire que vous avez créé et revenir à l'endroit où je vous ai si profondément blessé. Et je sais que c'est une chose énorme à demander. » Et Arabella sentit son estomac se nouer d'une anxiété soudaine, car le cottage était devenu son refuge et sa sécurité, et la pensée de retourner dans ces grandes pièces froides où elle avait connu un tel rejet fit reculer instinctivement quelque chose en elle. Elle retira ses mains des siennes et s'éloigna de quelques pas, son esprit parcourant toutes les raisons pour lesquelles c'était trop et trop tôt. Pourquoi elle ne pouvait pas faire confiance à ces murs qui avaient été témoins de son humiliation, et elle dit, le dos toujours tourné : « Je ne sais pas si je peux faire ça, Adrian. Ce cottage est l'endroit où j'ai appris à survivre sans vous, où j'ai construit une vie à partir des ruines que vous m'avez laissées, et le manoir d'Ashford représente tout ce qui s'est brisé en moi. Comment pouvez-vous me demander d'y retourner ?» Elle l'entendit se rapprocher, mais il ne la toucha pas, respectant la distance qu'elle avait mise entre eux, et il dit doucement : « Alors nous ne le ferons pas. Nous ferons du cottage notre résidence principale. Je déménagerai ma vie ici, plutôt que de vous demander de retourner dans un lieu qui recèle de si douloureux souvenirs. Arabella, je n'ai pas besoin de la grandeur du manoir d'Ashford. Je n'ai pas besoin des vastes pièces et des serviteurs et de l'apparence de l'autorité ducale. Tout ce dont j'ai besoin est d'être où que vous soyez. Et si c'est ce petit cottage, alors je me considérerai comme l'homme le plus riche d'Angleterre. »
Elle se tourna pour le regarder et vit dans son visage une sincérité totale. Ce duc puissant, qui commandait le respect et la peur dans tout le comté, offrant d'abandonner tout pour son confort. Et elle réalisa que c'était la preuve finale qu'elle attendait sans le savoir, la démonstration ultime qu'elle comptait plus pour lui que l'orgueil ou la position ou les opinions de la société. Et elle sentit les derniers de ses murs protecteurs s'effriter et tomber comme la neige d'hiver fondant devant le soleil de printemps. Elle retourna vers lui et posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre rapidement sous ses paumes, et elle dit avec une clarté qui la surprit: « Je choisis de croire en nous, Adrian. Je choisis de croire que ce que nous avons construit ensemble est assez fort pour résister même aux fantômes du manoir d'Ashford. Alors oui, je retournerai avec vous, non pas parce que vous vous êtes montré digne par la souffrance, bien que vous l'ayez fait, mais parce que je crois sincèrement que nous pouvons créer quelque chose de beau ensemble, quelque chose qui honore à la fois la douleur que nous avons survécue et l'amour que nous avons découvert. » Le voyage de retour au manoir d'Ashford eut lieu un matin où le monde semblait suspendu entre la fin de l'hiver et le véritable début du printemps. Et alors que la calèche passait les portes de fer qu'Arabella avait vues pour la dernière fois lors de cette terrible nuit de noces plus d'1 an auparavant, elle sentit la main d'Adrian se refermer sur la sienne avec une douce pression qui semblait dire sans mots qu'il comprenait son appréhension et ne la laisserait pas affronter ce retour au foyer seul. Le personnel s'était rassemblé dans le grand hall d'entrée, tout comme il l'avait fait pour son arrivée en tant que jeune marié. Mais cette fois, il n'y avait aucune froideur sur leur visage, aucune incertitude inconfortable sur la façon de traiter la duchesse bannie. Au contraire, Thornbury s'avança avec ce qui aurait pu être le premier sourire sincère qu'Arabella ait jamais vu sur son visage, habituellement impassible, et il dit avec une dignité tranquille: « Soyez la bienvenue chez vous, votre grâce. Nous sommes honorés de vous revoir parmi nous. » Et les autres domestiques firent écho à son sentiment, avec de chaleureux murmures d'accueil qui firent monter des larmes inattendues aux yeux d'Arabella. Adrian la conduisit en haut du grand escalier jusqu'aux appartements qui lui avaient été désignés durant cette brève et terrible nuit. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, elle eut le souffle coupé, car la pièce avait été complètement transformée. Les lourds meubles sombres qui lui avaient donné l'impression d'un mausolée avaient été remplacés par des pièces plus légères en bois chaud. Les rideaux bordeaux oppressants échangés contre des rideaux d'un crème doux qui laissaient la lumière du soleil printanier inonder l'espace, et partout où elle regardait, elle voyait la preuve de l'attention d'Adrian à ses préférences. Le petit bureau placé près de la fenêtre, d'où elle pouvait admirer les jardins, la bibliothèque déjà remplie de volumes qu'il savait qu'elle aimait, le portrait de sa mère occupant une place d'honneur au-dessus de la cheminée, et le plus touchant de tout, un vase de jonquilles sur la table de chevet, avec une note de la main d'Adrian qui disait simplement « Pour de nouveaux commencements ». Elle se tourna vers lui, les larmes coulant sur son visage, et dit: « Vous avez fait tout ça pour moi. » Et il répondit d'une voix épaisse d'émotion: « Je voulais que vous sachiez, dès l'instant où vous entreriez dans ces pièces, qu'elles sont vôtres en vérité, que vous n'êtes ni une invitée ni une intruse, mais la maîtresse de cette maison et la gardienne de mon cœur, et si quoi que ce soit ici vous déplaît, nous le changerons immédiatement, car votre confort et votre bonheur comptent plus pour moi que n'importe quelle tradition ou attente. » Les jours qui suivirent furent remplis de petits actes de réappropriation, alors qu'Arabella faisait progressivement du manoir d'Ashford un foyer plutôt qu'une prison, et Adrian était constamment à ses côtés, soutenant ses efforts et s'en remettant à son jugement pour toutes les questions de gestion domestique, faisant comprendre à tous que la duchesse d'Ashford n'était pas simplement décorative, mais une véritable partenaire en toutes choses.
lorsqu'ils organisèrent un dîner pour les villageois qui avaient montré de la gentillesse à Arabella pendant son exil, invitant d'humbles fermiers et commerçants à dîner dans la grande salle où normalement seule la noblesse s'asseyait, Adrian se leva à la fin du repas et dit aux invités assemblés : « Je vous ai demandé de venir ici ce soir parce que je voulais reconnaître publiquement et remercier ceux d'entre vous qui ont montré de la compassion et de l'amitié à ma femme lorsque je lui avais si complètement manqué. Vous l'avez traitée avec le respect et la dignité que, dans mon arrogance et ma peur, je lui avais refusé, et je suis profondément reconnaissant de la gentillesse que vous lui avez témoignée pendant la période la plus sombre de nos deux vies. » Et ces mots émurent beaucoup d'invités jusqu'aux larmes et établirent sans aucun doute que les choses au manoir d'Ashford avaient fondamentalement changé. Le moment le plus sacré vint un soir tranquille, 2 semaines après leur retour, lorsque Adrian demanda à Arabella de le retrouver dans la petite chapelle privée qui se trouvait dans l'aile la plus ancienne du manoir, et quand elle arriva, elle la trouva éclairée de centaines de bougies, et le vieux vicaire du village, attendant avec un doux sourire, et Adrian prit ses 2 mains et dit : « Notre premier mariage était une parodie de tout ce que le mariage devrait être. J'ai prononcé des vœux que je ne pensais pas, et fait des promesses que j'ai immédiatement rompues. Alors je voulais vous demander si vous voudriez renouveler ces vœux avec moi maintenant. Non pas devant une foule d'observateurs de la société, mais ici, dans ce lieu tranquille, avec seulement Dieu et ce bonhomme comme témoins. Et cette fois, quand je promets de vous aimer et de vous chérir, ce sera la vérité absolue de mon cœur. » Et Arabella ressentit un amour si écrasant pour cet homme qui l'avait si profondément blessée, puis avait travaillé si patiemment pour guérir les blessures qu'il avait causées qu'elle pouvait à peine parler. Mais elle réussit à murmurer : « Oui, je vous épouserai à nouveau. Je lierai ma vie à la vôtre en pleine connaissance, et de tout mon cœur. » Et lorsqu'ils prononcèrent leurs vœux cette fois, il n'y eut ni hésitation ni réserve, seulement 2 personnes qui avaient traversé le feu et en étaient ressorties transformées, choisissant délibérément et consciemment de construire une vie ensemble fondée sur la confiance et l'affection sincère plutôt que sur le devoir et l'arrangement. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour de printemps où Arabella avait choisi de croire en la possibilité de la rédemption. Et maintenant, alors qu'elle était assise à la table du petit déjeuner dans le salon ensoleillé du manoir d'Ashford, regardant Adrian aider leur fille de 4 ans, Catherine, à couper son pain grillé en carrés précis, tandis que leur fils nouveau-né, James, gazouillait joyeusement dans son berceau tout proche, elle ressentit un profond sentiment de gratitude pour le chemin tortueux qui les avait menés à ce moment de bonheur domestique ordinaire. Le genre de bonheur qui aurait semblé impossible durant ces sombres mois au cottage où elle s'était crue définitivement exilée de l'amour et de l'appartenance. Adrian leva les yeux de sa tâche et croisa son regard avec un sourire qui avait encore le pouvoir de faire battre son cœur plus vite. Et elle pensa combien il était remarquable que cet homme, autrefois si emprisonné par la peur et l'orgueil, soit devenu le père et le mari le plus dévoué qu'elle aurait pu imaginer, patient avec les questions sans fin des enfants et jamais trop important ou occupé pour participer aux petits rituels de la vie de famille qui donnaient à leur journée structure et sens. Le domaine lui-même avait été transformé, sous leur gestion conjointe, en un lieu connu dans tout le comté, non pas pour la réputation redoutable du duc, mais pour la compassion et la justice avec lesquelles lui et sa duchesse traitaient tout le monde, du plus haut noble au plus humble des fermiers. Et Arabella avait fondé une école dans le village où les enfants de toutes conditions pouvaient apprendre à lire et à compter, financée par une partie des revenus du domaine qu'Adrian avait insisté pour mettre de côté à des fins caritatives, car il disait vouloir que leurs enfants grandissent en comprenant que le privilège entraînait la responsabilité. Ils passaient encore du temps au cottage, qu'ils avaient légèrement agrandi
mais délibérément gardée simple, et ces retraites, à l'endroit où leur véritable mariage avait commencé, restaient sacrées pour eux deux. Un rappel que l'amour construit dans l'adversité et éprouvé par le temps était plus fort que n'importe quel grand geste ou étalage élaboré. Arabella pensait souvent à cette jeune fille terrifiée de 19 ans qui avait été renvoyée le soir de son mariage, et bien qu'elle ne dirait jamais qu'elle était reconnaissante pour cette souffrance, elle en était venue à comprendre qu'elle avait été nécessaire d'une certaine manière, qu'elle et Adrian avaient tous deux eu besoin d'être réduits à leur essence avant de pouvoir construire quelque chose d'authentique ensemble, et elle savait avec une certitude absolue que l'affection facile d'un mariage arrangé qui n'avait jamais fait face à la crise n'aurait pas pu produire la profondeur de compréhension et d'engagement qu'ils partageaient maintenant. Adrien tendit la main à travers la table pour prendre la sienne, un geste qu'il faisait des dizaines de fois par jour, comme s'il ne pouvait toujours pas croire qu'elle était réelle, présente et sienne, et il dit doucement « À quoi penses-tu avec une expression si sérieuse ?» Et elle répondit avec une honnêteté totale. « Je pensais à quel point je suis reconnaissante pour les secondes chances, pour le courage qu'il faut pour faire confiance à nouveau après avoir été blessé, et pour la patience que nous avons tous deux apprise pendant ces longs mois de guérison. » Et il porta sa main à ses lèvres, l'embrassa doucement et dit « Chaque jour, je me réveille en sachant que je ne mérite pas le cadeau que tu m'as fait en choisissant de me pardonner et de m'aimer. Et chaque jour, je suis déterminé à me montrer digne de ce choix. » Cher auditeur, si vous êtes resté avec cette histoire à travers toutes ces peines et ces transformations, peut-être avez-vous reconnu dans le parcours d'Arabella et d'Adrian quelque chose de vos propres luttes avec la confiance et la vulnérabilité, car nous portons tous des blessures de moments où nous n'avons pas été traités avec le soin que nous méritions, et nous sommes tous confrontés à la question de savoir si nous pouvons risquer d'ouvrir à nouveau nos cœurs après qu'ils aient été brisés. La vérité que cette histoire offre n'est pas que l'amour conquiert tout ou que le temps guérit toutes les blessures, mais plutôt qu'une véritable transformation est possible lorsque deux personnes sont prêtes à faire le difficile travail de communication honnête et de compréhension patiente. Lorsqu'elles choisissent chaque jour d'honorer leur engagement, même quand il serait plus facile de se retirer dans l'autoprotection ou l'orgueil. L'amour exige du courage, le courage d'être vulnérable lorsque chaque instinct vous crie de construire des murs, le courage de pardonner sans oublier, mais aussi sans utiliser la douleur passée comme une arme, le courage de croire que les gens peuvent changer même lorsque vous avez la preuve de leur capacité à vous blesser. Mais l'amour exige aussi de la patience de permettre à la guérison de se dérouler à son propre rythme plutôt que d'exiger une restauration immédiate, la patience de reconnaître que la confiance doit être reconstruite par l'accumulation de petites actions plutôt que par de grands gestes. La patience de s'asseoir avec l'inconfort et l'incertitude en attendant de voir si la transformation que vous espérez se révélera réelle et durable. Si vous êtes dans une saison de chagrin ou de déception, si quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a fait défaut, ou si vous avez fait défaut à quelqu'un que vous aimez, sachez que la rédemption n'est pas impossible, bien qu'elle ne soit pas non plus inévitable. Elle doit être méritée par un changement sincère et choisie par une grâce délibérée, et les deux parties doivent être prêtes à se rencontrer dans ce difficile terrain d'entente où la responsabilité et la compassion coexistent. Puissiez-vous trouver la sagesse de savoir quelles relations valent la peine d'être défendues et lesquelles doivent être abandonnées. Puissiez-vous avoir la force de faire le dur travail de transformation. Que cela signifie vous changer vous-même ou fixer des limites qui protègent de votre cœur, et puissiez-vous découvrir que même les choses les plus brisées peuvent parfois être réparées pour devenir quelque chose de plus beau qu'auparavant. Reposez-vous bien, cher auditeur, et sachez que votre histoire est encore en train de s'écrire.
Si vous avez apprécié ce conte de rédemption et de seconde chance, veuillez envisager de vous abonner aux Chroniques de la Plume Enchantée pour plus d'histoires d'amour, de transformation et de la résilience du cœur humain.